Donc, bonjour à tous. Donc, je suis ravie de vous voir si nombreux, les collègues et les étudiants de divers niveaux. Donc, pour écouter Béatrice Moussy, qui donc, vient de publier la première biographie en français de Suzanne Sontag, aux éditions Flammarion, donc biographie qui représente un gros travail de recherche sur les archives de Suzanne Sontag qui se trouvent à Los Angeles, où Suzanne Sontag a vécu et où Béatrice vit encore et enseigne donc à l'Université de Californie du Sud, université dans laquelle nous avons eu le plaisir de réaliser plusieurs colloques autour, dont l'un autour justement des savoirs des femmes, de l'autoportrait féminin. Donc, il y avait notamment Michael Subotnik, Hélène Bas, et Virginie, qui ne parlait pas à ce moment-là, mais qui était là, pour d'autres activités, plutôt d'ateliers d'écriture. Donc c'est une université avec laquelle on travaille régulièrement et très volontiers, et c'est aussi à cette occasion-là que j'avais rencontré Antonia Rigaud, qui est maîtresse de conférences en littérature américaine à Paris 3, mais qui vient de passer 3 ans à Los Angeles comme attachée culturelle, et qui s'intéressait beaucoup aux événements qui concernaient les universités et pas seulement la vie culturelle. Donc voilà, et donc cet atelier prend place dans le cadre du programme Visibilité, Invisibilité des savoirs des femmes, porté par le laboratoire LISA, Littérature, Savoir et Art, auquel appartiennent les enseignants-chercheurs des UFR, de lettres et de langues, qui sont pour la plupart les enseignants des étudiants qui sont ici. Programme qui donc réfléchit à ces savoirs et à leurs conditions d'émergence, de diffusion, et dans des contextes géographiques et temporels divers qui vont donc du XVIe siècle à nos jours et dans différentes aires géographiques. Je vais peut-être pas parler de Suzanne Sontag parce que Béatrice et Antonia le feront beaucoup mieux que moi. Je vais peut-être dire quand même que Béatrice a publié plusieurs biographies. Donc elle a commencé par travailler sur Valérie Larbaud et sur tout le contexte intellectuel dans lequel Valérie Larbaud a évolué. Elle a publié donc la biographie de Valérie Larbaud, la biographie de Max Jacob, la biographie de Philippe Soupeau. Alors je ne sais plus, tu étais venu parler d'une de ces biographies. J'étais venue parler de Soupeau un jour où il neigeait. Oui. À Marne. Il avait neigé 1 mètre d'un coup, voilà. Ici, et voilà, tout de suite, c'est des conditions assez spectaculaires, surtout quand on vient de Los Angeles, forcément, il y a une... même si donc, Béatrice est née en région parisienne, c'était quand même un moment assez étonnant. Dans les questions qui pour les étudiants peuvent être intéressantes aussi, il y a cette manière d'aborder, ou de présenter le résultat de la recherche à travers la biographie, d'une certaine manière. Béatrice, c'est quand même une forme assez privilégiée dans ton travail, que de réfléchir non pas tellement à la vie des gens, mais à leur parcours intellectuel, et de prendre en considération que le parcours intellectuel se fait dans une vie réelle, liée à des rencontres, à des circonstances, à ce qu'est la vie, et donc de présenter
ce rapport entre une œuvre qui se crée et la vie d'un écrivain ou d'une écrivaine cette fois-ci. Donc ce n'est pas la première fois que tu t'intéresses à une femme, contrairement à ce qu'a écrit Nicole Linger, qui a été reprise par ton père sur les réseaux sociaux, mais parce que tu t'étais déjà intéressée à Virginia Woolf, mais quand même, là, il y a un travail d'une ampleur tout à fait différent, et voilà, donc tu vas nous en dire plus sur tout ça. Donc on va écouter Béatrice Moussely, ensuite on écoutera Antonia Rigaud sur John Cage et la performance, je dirais un petit mot peut-être entre les deux, et puis on fera toutes les questions à la suite des deux conférences, si cela vous convient. Très bien. Donc, Béatrice... Merci beaucoup. D'abord, merci de votre accueil. Merci d'être là si nombreux en un vendredi après-midi. Je ne sais pas si c'est pareil dans vos facs, mais chez nous, le vendredi après-midi, il n'y a personne. Donc, je suis très, très favorablement impressionnée et très reconnaissante de votre présence. Je voulais aussi remercier Caroline et toute l'équipe à la fois de nous accueillir et puis en même temps d'avoir lancé ce projet qui est à nouveau un superbe projet et auquel on va tenter de s'associer à USC avec un autre volet, on l'espère l'année prochaine, toujours autour de la création et du féminine. Et j'ai conçu mon intervention comme sans doute on vous conseille de ne pas le faire, c'est-à-dire j'ai écrit quelque chose il y a 3 semaines et puis j'ai complètement réécrit cette semaine et puis ensuite j'ai copié-collé. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que il y a 3 semaines, j'ai conçu quelque chose qui était très porté sur, qui était essentiellement centré sur la présentation du livre. Alors, je vous rassure, on va toujours en parler. Ce livre, il y en a 2 exemplaires, donc si à l'occasion, tiens, tu peux faire passer celui-ci aussi, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis ensuite, j'ai continué à réfléchir. Lundi, j'ai eu l'occasion de présenter le livre devant une audience complètement différente, américaine et en anglais, mais à Paris. Et à ce moment-là, sont revenues plein de questions sur Sontag, sur la création, etc., qui m'ont rappelé le sujet d'aujourd'hui. Donc du coup, je suis repartie sur quelque chose d'autre. Voilà. Et en fait, tout cela m'amène à dire que Sontag, c'est d'abord le côté protéiforme. Et c'est une création totalement protéiforme dans les genres. Elle a touché à tout. Elle a fait des films, elle a écrit bien sûr beaucoup de critiques, c'est ce avec quoi vous êtes sans doute le plus familier. Elle a écrit des romans, elle a écrit des nouvelles. Elle a même écrit de la poésie, c'est par là qu'elle a commencé quand elle était très très jeune. Elle a été journaliste. Alors oui, Isabelle, j'ai dit même. Je vois Isabelle qui commence à... Isabelle Garon, poète et enseignante. Je dis même parce qu'en fait, sa personnalité semble être peu adaptée au genre poétique, on va dire. Et donc c'est vraiment quelque chose qui surprend quand les gens découvrent cela. Et c'est aussi quelqu'un qui était protéiforme dans ses goûts, et ce qui est très très important, puisque le premier essai qui l'a fait connaître, c'est un essai qui s'appelle en anglais Against Interpretation, qui a donné son titre au premier recueil de critiques qu'elle a publié en 1966. Et cet essai, c'est aussi un des essais de Sontag les plus connus dans le monde entier, si j'ose dire. Et c'est sans aucun doute l'essai qui est resté. Et c'est un essai dans lequel elle défend essentiellement la notion de goût, la notion de... elle s'insurge contre l'idée d'interprétation critique et défend la notion du goût personnel, en discussion sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard.
Donc en fait, c'est assez difficile de garder Sontag dans une perspective linéaire. Alors j'espère que vous allez me pardonner un peu mes explorations dans tous les sens. Et j'essaye quand même de me maintenir sur un sujet qui a disparu, mais oui, qui va revenir. Qui va revenir. Et donc, essentiellement, les questions que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est des questions qui tiennent à la création, au genre, à la question du genre, qui est une question qui est plus développée aux États-Unis qu'ici, mais qui maintenant arrive, à la question de féminisme, qui est un problème passionnant avec Sontag, et le tout à travers, dans la deuxième partie de mon intervention, la question de la photographie et de l'art photographique. Donc, je voulais commencer sur la question de la création. Et quand on aborde cette question de création, la première chose à laquelle on pense quand on pense à Sontag, c'est le fait qu'elle est née femme. Et elle est née femme en 1933. Le contexte historique est important, c'est-à-dire qu'elle est née à une époque où, même aux États-Unis, si les femmes avaient un statut qui était un tantinet meilleur qu'en Europe, la destinée d'une femme de classe moyenne américaine, c'était de faire des études jusqu'à la fin du lycée, puis de se marier, d'avoir des enfants et de poursuivre une vie dévouée à ses enfants, puis aux œuvres de charité. Et on avait fait le tour. Elle va choisir une toute autre voie, et elle va commencer très très jeune, puisque ses premiers essais de journalisme, c'est à 12 ans. À 12 ans, elle va créer son propre journal en Arizona, et qu'elle va elle-même distribuer, vendre. Et ce qui est important dans cet essai d'enfant, si j'ose dire, c'est que dans ce journal, elle publie à la fois des articles. Alors, on est pendant la guerre, on est en 1942, 43, 44, 43, et elle publie des articles politiques sur la situation, elle publie de la poésie, et puis elle écrit ses premières nouvelles. Et c'est une affirmation qui va la conduire au lycée à être reconnue comme quelqu'un de très différent. Et ça, c'est un des premiers aspects, c'est que elle va être toujours vue comme l'outsider. Et très vite, elle va adopter cette image. Alors, une des choses sur laquelle je voudrais insister dans cette première partie, c'est justement cette notion de différence, d'outsider et d'image. Parce que Sontag va très vite créer sa propre image. Et cette propre image, elle va d'abord la créer par le seul médium de diffusion qui existe alors, c'est-à-dire la photo imprimée. Alors, résumé biographique très très rapide, Sontag est une élève précoce et termine le lycée à 15 ans et demi. Se retrouve élève à Berkeley à 16 ans pour un semestre. Son rêve, c'est d'aller à Chicago. Ses parents, à ce moment-là, alors ses parents, c'est sa mère et son beau-père. Elle a perdu son père très jeune. Et donc, sa mère et son beau-père sont installés à Los Angeles depuis peu. Et elle part à Berkeley parce que sa mère ne veut pas qu'elle aille trop loin. Sa mère a toujours l'espoir de la marier un jour. Et elle ne veut pas qu'elle aille trop loin, alors que le rêve de Sontag, c'est d'aller à l'université de Chicago. Après un semestre à Berkeley, elle est acceptée à Chicago, et miracle, elle reçoit une bourse. Ce qui lui permet de dire à sa mère, j'y vais, puisqu'elle n'a pas besoin de ses parents pour aller à Chicago. Alors, l'importance de Chicago, c'est que l'université de Chicago, à l'époque, et encore un peu aujourd'hui, mais à l'époque, est une université qui a un cursus extrêmement particulier. C'est-à-dire que c'est un cursus qui est basé sur ce qu'ils appellent les grands textes, et qui est un cursus qui n'est pas un cursus
pas à pas, mais qui est un cursus selon le niveau. Donc les élèves passent un examen en entrant à l'université, ce qui ne se fait pas aux États-Unis, et cet examen, c'est pour voir ce qu'ils ont lu et ce qu'ils n'ont pas lu. Pour voir comment ils écrivent et ce qu'ils savent faire en écriture. Le résultat, c'est que le cursus, qui normalement est un cursus de 4 ans, au vu des résultats de son examen, Susan Sontag passera 1 an et demi à l'université. Donc en fait, on lui donne l'équivalent de 2 ans et demi d'université. À son entrée, elle a 16 ans et demi. Donc il y a vraiment une accélération de sa vie qu'elle va regretter, en fait. Elle va regretter à ce moment-là, 2-3 ans plus tard, elle dira qu'elle aurait préféré passer beaucoup plus de temps à l'université de Chicago, mais la règle c'est, et voilà, vous savez ça. Et l'enseignement est un enseignement général, est un enseignement par les textes, par la réflexion. Donc c'est un enseignement où elle lit et elle écrit. Voilà, c'est tout. Et c'est à l'université de Chicago que sa vie va continuer à s'accélérer puisqu'elle rencontre son mari. Elle rencontre son mari à la mi-décembre. Elle est mariée au 10 janvier. Et elle commence à nouveau une nouvelle vie. Son mari est un jeune sociologue qui vient de terminer l'université, qui est nommé l'année suivante à Harvard, enfin dans une des universités à Harvard, à Brandeis très exactement. Et donc il déménage à Cambridge et elle reprend ses études dans la région, puis ensuite à Harvard. Mais une fois encore, elle a 19 ans. Elle a un enfant, un fils. Et sa vie continue comme ça, à cette vitesse impressionnante. Et c'est avec la même vitesse qu'elle va se séparer de son mari via une bourse qui va la mener en Angleterre et en France. Et la France est bien sûr très importante ici. Et finalement la ramener à New York au début des années 60 avec un enfant qui a déjà 8 ans. Et une carrière à faire. Alors, cette carrière, au départ, elle l'envisage universitaire. Elle était à Harvard, elle est inscrite en thèse à Harvard, en fait. Elle est assistante à Columbia, elle enseigne dans le département de religion comparée à Columbia. Et c'est là où elle prend conscience que ce qu'elle a envie de faire, c'est pas du tout ça. Et la première chose qu'elle a envie de faire, c'est d'écrire un roman. Et donc, elle va écrire ce roman pendant l'été, le publier toujours avec la même vitesse, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'elle envoie son roman à Farrar, Straus et Giroux. Straus lui répond dans les 3 semaines en lui disant on publie. Voilà. C'était déjà la maison que vous connaissez aujourd'hui, c'était déjà une maison, une petite maison très littéraire, très prestigieuse, et qui dit à cette jeune femme de 24-25 ans, bah oui, on va publier votre premier roman. Et qui la publiera jusqu'à la fin de sa vie. Alors, cette biographie accélérée, si j'ose dire, c'est pour vous donner un peu le contexte et pour vous amener à la première image que j'ai ici. Alors, ce premier roman, en français, c'est Le Bienfaiteur, et en anglais, The Benefactor. Et ça, c'est l'édition originale avec... en 4e de couverture, la première photo officielle de Susan Sontag. Cette première photo va marquer la double lecture critique de Sontag, c'est-à-dire que d'un côté, les critiques vont lire ce qu'elle écrit, et de l'autre côté, ils vont la regarder. Et quand je dis la regarder, c'est la disséquer comme... On n'oserait pas le faire si c'était un homme, comme on ne penserait pas à le faire si c'était un homme. Et c'est là où, à nouveau, la question de genre intervient. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'ils vont l'écrire. Et à partir du moment où ils commencent à l'écrire, Sontag va comprendre que son image fait partie d'elle. Et on va avoir l'élaboration de cette
de cette image. Alors, elle quitte l'université et elle décide de consacrer sa vie à l'écriture, ce qui veut dire qu'elle va écrire beaucoup de critiques, parce que c'est à travers la critique qu'on vit, c'est en publiant dans les journaux qu'on survit, mais son ambition, c'est toujours une ambition romanesque. Alors, de cette image, elle va en jouer et petit à petit, elle va s'imposer sur la scène new-yorkaise comme une sorte de célébrité. Une des premières fois où on écrit sur son... Après le bienfaiteur, un autre journal écrit sur son image, mais cette fois-ci, c'est à l'occasion de son divorce, extrêmement public du coup, entre une nouvelle dimension qui est une dimension affichée, qui est la dimension de sa bisexualité. Elle est arrivée à New York et peu de temps après, elle a rencontré une des premières femmes avec lesquelles elle sera, qui est une écrivaine de théâtre, Maria Irene Fornes. Et le problème, c'est que le père de son fils décide d'essayer d'obtenir la garde de son fils en attaquant sur son lesbianisme, en disant qu'il ne peut pas accepter que son fils soit éduqué par un couple de lesbiennes. Et Sontag va se présenter devant le juge en robe, maquillée. Alors le maquillé a une importance puisqu'en fait elle ne se maquillera d'habitude jamais. En compagnie de sa compagne qui vient en tant qu'amie, elle aussi très élégante. Et le juge, frappé par la beauté de Sontag, décide qu'il est absolument impossible, et je cite, qu'une si belle femme soit lesbienne. Voilà. Et Philippe Rifft perd définitivement la garde de son fils, ce qui est quand même extrêmement ironique. Et toute la mise en scène avait été organisée par Alfred Chester, qui était un écrivain new-yorkais de l'époque, un original, et qui était globalement aujourd'hui, je pense qu'il serait transgender. Il vivait sa vie entre une identité féminine et une identité masculine, et c'est lui qui avait organisé qui avait maquillé Sontag, donc pour vous donner une idée. Mais ces détails biographiques sont des détails importants parce qu'une fois encore, c'est vraiment, ça forme l'identité de la Sontag qu'on connaît. C'est vraiment ça, c'est la trame la plus importante. Et à partir de ce moment-là, la question du genre et de l'orientation sexuelle va aussi être au cœur de sa réflexion. Et l'autre essai qui va la rendre extrêmement célèbre, qui paraît aussi à cette époque, c'est les notes sur le Steel Camp, je crois en français, Notes on Camp en anglais, qui est un essai sur le kitsch en littérature et en design et en art en général, qu'elle rattache à l'homosexualité. Elle fait une analyse du kitsch comme un style homosexuel. Et cette analyse va la poser comme défendresse de l'homosexualité qui, à l'époque, est encore interdite. Qui est encore, à l'époque, passible de peine. Donc, vous savez que jusqu'à Stonewall, jusqu'à 1968, aux États-Unis,
l'homosexualité était réprimée, donc ne pouvait pas être publique, ne pouvait pas... Alors, on était déjà dans une période où les choses commençaient à s'assouplir, mais officiellement, ça n'était pas... voilà. Et donc, ce sont des écrits... Alors, non, pardon, je vais faire un peu... Voilà. Alors, 1966, c'est la sortie de Against Interpretation. Et voici la photo, qui est la photo officielle, qui va avec le lancement du livre. Et c'est une photo qui a été prise par un grand photographe américain de l'époque, Peter Ujjar. Autre caractéristique, la plupart des photographies qui vont être prises par Sontag les photographies de Sontag vont être prises par des grands photographes. Et ça, c'est l'autre chose, c'est qu'elle va s'associer à un nombre de grands photographes de son époque. Peter Ujjar va devenir un ami. Elle préfacera un de ses volumes de photographie au début des années 70. Et j'espère que vous commencez à percevoir la mise en scène. Et alors, en 1967, elle publie un autre recueil de critiques qui s'appelle... je ne vais pas avoir le titre dans l'ordre. Bon, Radical Will. Ça va me revenir. Donc, le deuxième recueil de critiques. Et voici la photo officielle. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, dans le New York Times, l'article qui paraît et qui parle de la photo, et je vais vous lire la citation, est un article qui est écrit par une des théoriciennes féministes les plus importantes de l'époque, personnellement une de mes préférées, qui s'appelle Caroline Helburn. Qui par ailleurs a été connue en France parce qu'elle a écrit des romans policiers sous le nom d'Amanda Cross, mais qui est quelqu'un qui a vraiment écrit de très très belles choses qui a fait de très belles lectures féministes et féminines de la littérature, qui était professeure à Columbia. Et c'est elle qui écrit la recension pour le New York Times. Et malgré cela, c'est une femme, elle est féministe, etc. Et malgré cela, elle-même ne peut pas s'empêcher. Elle écrit tout le monde sait qui elle est. Alors, une fois encore, c'est 1967, le premier volume. La première fois que Sontag a vraiment explosé sur la scène, c'est 3 ans plus tôt. Tout le monde sait qui elle est. Même l'homme à qui elle loue une voiture lève la tête en entendant son nom. Pas besoin d'avoir lu ses livres, ni même entendu parler de Partisan Review. La presse quotidienne, Vogue, Time, Life, The Atlantic Monthly, ont conspiré pour soigner son image. Elle écrit, elle est extraordinairement intelligente et profondément belle, assez élégante pour attaquer l'Amérique et assez séduisante pour faire en sorte que l'Amérique l'aime. Susan Sontag est certainement in. La rencontrer, écrire sur elle, lui louer une voiture sont des façons de se rapprocher un peu. On n'a pas parlé de ce qu'elle écrit, on n'a pas parlé de ses idées, mais on a parlé de ce à quoi elle ressemble. C'est extrêmement frappant. Et c'est comme ça jusqu'à la fin. Alors, tout ça pour dire donc que son image est intimement liée à ses écrits et à la question de la création. Et Sontag va bien sûr en jouer et en même temps se battre constamment contre cette image. Et on va aussi l'accuser, ce qui a son importance par rapport au livre qu'elle fera avec Annie Leibovitz, on va aussi l'accuser de s'objectifier, de se transformer en modèle, de se transformer en quelqu'un qui vend son image plus que les mots qu'elle a à dire. Et on va l'accuser de refuser
le féminisme, de laisser de côté la question féministe, de se vendre aux démons, c'est-à-dire aux hommes. Désolée. Alors, au début des années 70, elle va accepter et un peu solliciter d'écrire un article sur la révolution sexuelle, sur la libération des femmes. Un article qui va d'abord paraître en anglais. Il y a 5 femmes qui sont sollicitées, parmi lesquelles Simone de Beauvoir, et 5 femmes qui sont sollicitées dans le monde pour écrire sur la libération des femmes. Alors ça va être un article assez fondateur, si j'ose dire, qui est un peu la toile de fond à la fois de ses écrits, de ceci, de ce dont Antonia va parler aussi. Et cette libération des femmes, elle la présente comme quelque chose qui est aussi important que la lutte contre l'esclavage. Donc en fait, elle va lier complètement libération des femmes et lutte pour les droits civiques des Noirs. Et expliquer qu'il faut absolument changer les consciences et renverser les structures fondamentales de la société. Alors, j'ai quelques... Non. Et, pardon, j'avais pas la citation que je voulais. Alors, la seule chose, c'est que Sontag va à nouveau se tirer une balle dans le pied, si j'ose dire, parce que, en fait, elle-même est très très honnête sur ce qu'elle est, et elle dit quelque chose que les féministes ne vont jamais accepter. Et donc, elle va se mettre à dos des gens comme Germaine Greer, des gens comme Adrienne Rich, comme même des gens plus tard comme Gloria Steinem, etc., en disant je suis pour la libération des femmes, je suis féministe, mais personnellement, je n'en ai jamais souffert. Et alors là, il y a une autre notion qui est intéressante chez Sontag, qui est celle de l'androgynie. Et qui est une notion qui n'est pas, alors cette fois-ci c'est pas la notion de l'androgynie classique, c'est-à-dire une part homme, une part femme dans le corporellement, mais pour elle l'androgynie c'est un corps de femme et un esprit d'homme. Alors, c'est une notion un peu problématique qui va lui apporter beaucoup de soucis. Et c'est là où j'ai une citation de ce fameux article. Alors, c'est dans cet article qu'elle explique cela. Elle dit de temps en autre, au hasard des rencontres, j'entendais des allusions aux difficultés d'être à la fois femme et indépendante. J'en étais toujours surprise et parfois ennuyée, mettant ces commentaires sur le compte de la sottise. Le problème pour moi n'existait pas, si ce n'est qu'il m'arrivait de ressentir à la fois une sorte de jalousie et de ressentiment à l'égard des épouses des hommes avec lesquels je travaillais. Elles étaient mariées, bien élevées, elles n'avaient pas de profession, elles restaient confinées chez elles. J'avais conscience d'être une exception, mais sans qu'il y eût là de difficultés particulières. J'acceptais comme mon dû les avantages dont je jouissais. J'en sais un peu plus long maintenant. Alors, cette position qu'on qualifiera d'extrêmement privilégiée lui vaudra une fois encore beaucoup de mépris de la part des féministes et une sorte de réputation d'être vendue à l'autre côté. L'autre côté, c'est des gens comme Norman Mailer, par exemple, avec qui elle va participer à un grand débat féministe qui va avoir lieu à Town Hall. Et qui est un débat, enfin, vous l'avez regardé. Alors, je conseille à tout le monde de regarder ce débat qui a fait en fait l'objet d'un film qui est absolument fantastique. Alors, l'objet d'un film, le film, c'est juste c'est le débat. Hein, c'est un débat absolument
incroyable, ou présidé par Norman Mailer. Donc je ne sais pas si vous avez une idée un peu de qui était Norman Mailer, mais c'est un grand monsieur des lettres américaines, mais c'est aussi quelqu'un qui avait une réputation de machiste absolument incroyable. Et c'est lui qui préside à ce débat où il y a à la fois Germaine Greer, il y a Susan Sontag, où il y a 2 ou 3 autres grandes féministes américaines dont les noms m'échappent là pour l'instant, et qui est un débat qui se termine en pugilat. Enfin, c'est une chose absolument fantastique. Ceci dit, une fois encore, Sontag apparaît ici comme celle qui prendrait presque le parti de Mailer, parce qu'en fait Mailer est aussi pris à partie par ces dames qui ne comprennent pas comment il peut présider à ce débat si important en étant ce qu'il est, etc. Alors, l'autre question qui fait scandale dans cet article, et qui est une question qui tient à cœur à Sontag, c'est la question de la bisexualité. Parce qu'elle défend sa bisexualité. Alors, Sontag a une attitude assez ambiguë par rapport à cette question, c'est-à-dire qu'à la fois, elle est donc bisexuelle, elle vivra à la fois avec des hommes et des femmes, essentiellement avec des femmes, mais elle aura quand même, d'une part, elle a été mariée, et ensuite, elle aura 2 aventures masculines qui vont beaucoup compter pour elle, d'abord avec Jasper Jones, le peintre, qui lui-même est homosexuel, et puis ensuite avec Joseph Brodsky, le poète russe, qu'elle comptera parmi les gens qu'elle a vraiment aimés. Un jour, elle fera une liste des 7 personnes qu'elle a aimées. Et parmi ces 7 personnes, Jasper Jones et Brodsky apparaissent. Donc, elle, à la fois, elle n'a jamais caché, mais elle n'a jamais affiché son homosexualité. Et ça va lui valoir beaucoup de critiques de la part des communautés homosexuelles qui vont l'accuser de ne pas les défendre, de ne pas être un porte-parole si nécessaire à cette époque. Alors, comment est-ce qu'elle envisage la bisexualité ? Elle l'envisage comme quelque chose de parfaitement naturel et comme en fait, elle défend l'idée que ce serait la façon la plus naturelle de vivre. Alors, je cite à nouveau cet article. Une fois encore, on parle de 1973. Il est important de garder en tête les dates. Elle dit « On accordera une importance comparable aux affinités homosexuelles et aux choix hétérosexuels, et ils paraîtront, pourquoi pas, tout aussi respectables puisqu'ils se fonderont sur une bisexualité authentique. Nous entendons par là que l'homosexualité et l'hétérosexualité, sous leur forme exclusive, ne sont pas des conduites innées, mais apprises. Elles auront donc tendance à disparaître en tant que telles dans une société non sexiste. Considérée sous un autre angle, la sexualité deviendra moins importante dans une société non répressive. » Donc là, c'est évidemment elle qui parle, c'est elle qui espère. Et j'ose espérer qu'on en est là aujourd'hui, mais j'en suis pas complètement sûre, et en tout cas pas complètement sûre aux États-Unis. Alors, cet article sur le féminisme et sur la féminité, elle le termine sur ce qui est de toute façon le plus important pour elle, c'est-à-dire la vie créative. Et je voulais vous lire la conclusion de cet article, qui va nous amener à parler plus précisément du Leibowitz. La responsabilité d'une femme libérée est de mener la vie la plus pleine, la plus libre, la plus imaginative qu'elle puisse concevoir, mais sans oublier d'être solidaire des autres femmes. Elle peut vivre, travailler, faire l'amour avec des hommes. Elle n'a pas le droit de faire croire que sa situation est plus simple, moins ambiguë, moins fondée sur des compromis qu'elle ne l'est en réalité. Ses bons rapports avec les hommes ne doivent pas être le prix de la trahison de ses sœurs. Citation, ces phrases de Sontag me semblent à la fois être une conclusion, mais aussi une façon de s'envoyer des reproches et de se rappeler
où elle devrait être, parce que c'est à elle-même qu'elle se parle ici. Alors, on va faire un saut dans la chronologie et passer de 1973 à 1989, qui est la date de la rencontre avec Annie Leibovitz. Cette rencontre en 1989, elle se fait à nouveau à l'occasion d'une photographie officielle, quand Roger Strauss décide que cette fois-ci, la photographe officielle pour le nouveau livre, qui est Le sida et ses métaphores, ce sera Annie Leibovitz. Et donc, Sontag va poser pour Leibovitz. Alors, Leibovitz, c'est une grande photographe qui, à l'époque, commence à être très, très connue. Elle est photographe pour les grands magazines américains, pour Vogue, pour Vanity Fair. C'est une photographe de célébrité. C'est pas une photographe d'artiste, a priori. C'est alors une photographe de célébrité. Elle va de plus en plus photographier des artistes. C'est elle, si vous ne connaissez pas son travail jusqu'ici, je m'adresse surtout aux étudiants ici, c'est elle qui va faire la fameuse photographie de John Lennon et Yoko Ono, où Yoko Ono est habillée, John Lennon est nu sur un lit, et où John Lennon est dans une position fétale. Donc ça, c'est elle. Voilà. C'est une photographie qui va se faire dans les années 90. Donc, photographie de célébrité, et Strauss a décidé que ça serait elle la photographe, ce qui est une façon d'affirmer le statut de célébrité de Sontag. Donc, Sontag se rend dans le studio, et la rencontre avec Leibovitz est un coup de foudre, surtout pour Leibovitz d'ailleurs au départ. Elle se revoit très vite et très vite forme un couple qui est un couple visuellement frappant, parce qu'elles font toutes les deux à peu près 1m90, deux femmes superbes qui ont une dizaine d'années de différence. Leibovitz est plus jeune que Sontag. Et plus important encore pour Sontag, c'est que Leibovitz est quelqu'un qui est très riche et va désormais consacrer une grande partie de sa fortune à l'art de Sontag. C'est-à-dire qu'elle va lui faciliter la vie de façon très, très importante. Alors, avec Leibovitz, jusqu'ici, Susan Sontag a eu des relations amoureuses avec plusieurs femmes artistes. Donc, j'ai cité Maria-Irène Fornés, qui était donc une écrivaine de théâtre avec laquelle elle a passé une grande partie des années 60. Sa compagne suivante sera Nicole Stéphane. Pour ceux qui ça ne dit rien, Nicole Stéphane, c'est la jeune femme des Enfants terribles de Cocteau. Alors en fait c'est une fille de Rothschild, c'est Nicole de Rothschild qui prendra le nom de scène de Nicole Stéphane. Après un accident de voiture qui va la priver de la scène, elle va devenir productrice et avec Nicole Stéphane, Sontag va réaliser au moins 2 films. Je dis au moins parce qu'en fait elle a participé à d'autres choses. Et surtout, c'est Stéphane qui va lui permettre de réaliser elle-même des films en tant que metteur en scène en Suède. Après Nicole Stéphane, ce sera une autre femme, une autre artiste différente, qui est Lucinda Childs. Et là, on passe à la danse. Et Sontag était une grande fan de danse, avant Lucinda et après. Et finalement, Annie Leibovitz. Alors, je fais cet inventaire, non pas pour montrer ces différentes conquêtes, mais tout simplement parce qu'en fait, une des choses qui est notable, c'est que Sontag va toujours être avec des artistes. Il y a toujours et c'était en fait très très important pour elle.
C'est-à-dire que elle a toujours cette connexion. Alors avec Leibovitz, c'est la photo. Et 10 ans avant de la rencontrer, ou 8 ans avant de la rencontrer, Sontag a publié un livre très important qui s'appelle en français Sur la photographie, qui est un livre qui a fait date dans l'histoire de la critique photographique, puisque Sontag n'a jamais pratiqué la photographie, mais a beaucoup écrit sur la photographie. Alors, comment ce livre était né ? Il est né d'une demande d'un journal, d'un compte-rendu d'une exposition de Diane Arbus. Donc c'est la New York Review of Books qui demande à Sontag d'écrire un article sur cette grande rétrospective qui a lieu en 1975-76 au MoMA à New York. Et Sontag y va et a une réaction qui est une réaction de rejet total. Le travail de Diane Arbus, c'est un travail qui est l'essentiel du travail de Diane Arbus est un travail qui s'attache au quotidien et puis au comment le qualifier, bizarre, presque monstrueux. Alors c'est monstrueux de dire monstrueux, c'est pour ça c'est un peu ça le problème. Mais c'est ce que dit Sontag. Sontag parle de monstrueux, parle d'exploitation, etc. Puisque Diane Arbus s'est fait une spécialité de photographier des gens qui n'étaient pas normaux. Alors, qui n'étaient pas normaux, soit parce qu'ils étaient très grands, très petits, portaient des stigmates de mongolisme, d'anormalité, etc. Alors, Arbus défendait son art en disant que ça n'était pas du tout une façon de montrer le monstrueux, c'était pas ça qu'elle voulait, c'était montrer ce que les autres ne voulaient pas regarder. Mais Sontag ne supporte absolument pas. Et elle écrit cet article qui nous semble un peu extraordinaire quand on la connaît, quand on connaît l'aura dont elle bénéficie, c'est-à-dire de quelqu'un qui s'intéresse aux choses qui ne sont pas justement ordinaires. Elle rejette complètement Arbus. Alors, il y a un peu d'ironie à tout ça, parce que Diane Arbus, qui vient de mourir à ce moment-là, était une des grandes photographes célèbres américaines, et qui, par ailleurs, quand elle ne photographiait pas des phénomènes de cirque, parce que aussi, par exemple, elle a beaucoup photographié à Coney Island, etc., carrément des gens qu'on exhibait dans des cirques, était tout simplement un photographe de journaux, de célébrités, y compris, et là on va revenir en arrière, y compris en 1965, de Susan Sontag et de son fils, qu'elle a photographié pour le compte de, je sais plus si, je pense que c'était Vogue à l'époque, ou donc des photos. Alors, c'est donc très très ironique de trouver sous la plume de Sontag le fait que Arbus ne photographie que des gens monstrueux, parce qu'on se dit, mais ah bon? Oui. Je te sens prêt aux commentaires. Non, mais tu peux. C'est aussi la façon de le faire. Voilà, oui. Alors après, je ne me lancerai pas dans cette analyse-là parce que c'est vraiment pas notre sujet, mais j'ai aussi beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors donc, le premier article de... voilà, Caroline. Alors, malheureusement, j'ai pas tous mes livres parce que venir de Los Angeles avec tous, c'était un peu trop problématique. Voilà. Mais sur la photographie, que je vous recommande, enfin, dont le premier article est cet article qui est donc un article sur Arbus et du coup sur l'art de la photographie. Alors c'est en lisant ce premier article que la directrice éditoriale du New York Review of Books lui suggère de continuer. Et en fait, comme souvent, sauf que cette fois-ci il va y avoir une véritable unité thématique,
ce livre sur la photographie est une suite d'écrits sur l'art photographique. Alors, avec Leibowitz, elle est cette fois-ci avec une praticienne, et elle va s'intéresser à la pratique de la photographie. Et pour Leibowitz, c'est aussi l'occasion d'une collaboration qui va aller au-delà de la simple relation ou de la façon dont on parle de son travail le soir au dîner. C'est-à-dire qu'en fait, Leibowitz va profiter de ce compagnonnage pour penser son propre art photographique. Et c'est comme ça qu'est né ce livre, Woman, sur une idée apparemment de Sontag. Donc, c'est Sontag qui a proposé en 1998 à Leibowitz de réunir un certain nombre des photographies qu'elle avait faites de femmes et d'écrire un essai qui va figurer dans ce volume. Alors, le volume, il est intéressant parce que ça n'est pas seulement une compilation de photographies de Leibowitz, loin de là. C'est une véritable mise en scène, c'est une véritable collaboration. Elles vont ensemble penser l'architecture du livre autant que l'essai, Alors, par exemple, je vais faire un petit show and tell, j'aime beaucoup ça. Désolée. Alors, voilà, bon, ça c'est bon. Alors, ça c'est la mère d'Annie Leibovitz. Annie Leibovitz photographie beaucoup de sa famille, va beaucoup photographier Sontag aussi. Et elle intègre toujours dans ses livres professionnels des photographies de la famille aussi bien que... Et ça fait partie notamment de la philosophie de ce livre, c'est-à-dire de photographier à la fois des gens extraordinaires et des gens ordinaires. Alors ici, les gens, ce sont des femmes uniquement. Alors là, c'est une personne ordinaire, si j'ose dire. Là, c'est une femme cosmonaute. À nouveau, une femme ordinaire et professionnelle. Une soldate noire. Alors, ce sur quoi je veux insister en tournant les pages, c'est pas de tourner les pages, c'est que donc on a le titre et ensuite on a une série de portraits avant d'arriver à ce qui dans un livre traditionnel serait juste après la page de titre, c'est-à-dire les 700 tags. Donc il y a une sorte de mise en scène de ce texte qui a été complètement pensé par les deux femmes. Alors, le texte lui-même, je pense que certains des étudiants l'ont lu en français ou en anglais. Le texte lui-même, et c'est ce que j'espère que vous allez faire, c'est que c'est une sorte de bilan à la fin des années 90. On est en 99, le livre sort en 99. En 99, de 35 ans de réflexion à la fois sur l'art, sur la photographie, sur la place des femmes et sur la question du genre, ce qui n'est pas tout à fait exactement la même chose, de la part de Sontag. C'est une sorte de texte bilan où elle défend où elle dit à la fois qu'il est regrettable qu'à la fin des années 90, on en soit toujours à défendre l'idée d'une femme cosmonaute ou d'une femme astronaute, selon le mot qu'on veut employer, et en même temps qu'il est remarquable qu'à la fin des années 90, on puisse faire un tel livre. Et qu'elle a voulu, à travers ce
ce livre qu'elle a conçu avec Leibovitz montrait que la femme est pour elle toujours une œuvre en cours de réalisation. C'est toujours qu'il y a toujours la question de renverser les obstacles, qu'elle avait déjà mis en scène dans le texte en 1973, qu'il faut toujours se battre contre les stéréotypes, que malheureusement les stéréotypes sont toujours là, et qu'il faut toujours essayer de renverser les conventions, et qu'en fait on n'a pas beaucoup évolué depuis Beauvoir, c'est-à-dire que on ne conçoit toujours pas les hommes comme le deuxième sexe, mais les femmes sont toujours le deuxième sexe que Beauvoir décrivait en 1947. Elle parle aussi de la question de la femme comme objet, comme représentation. Alors le livre de Leibovitz est exactement à l'encontre de cela, puisqu'il n'y a pas ce ne sont pas des belles photos de femmes destinées à faire rêver, mais au contraire une espèce de kaléidoscope de ce que peut être une femme, des différentes... on revient à la question du protéiforme. Et aussi une autre réflexion, puisque Leibovitz fait quelque chose que les photographes qui veulent faire un beau livre sur les femmes ne font jamais, c'est-à-dire de montrer des femmes âgées. Et ça, c'est aussi une des autres réflexions de Sontag, c'est sur le vieillissement. Alors, j'ai pas le temps de parler très longuement de cette question, mais la question du vieillissement de la femme, auquel elle a consacré plusieurs articles, et qui est une question qu'elle ne s'est jamais posée pour elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu de problème avec son propre vieillissement. Elle aura des problèmes avec sa mort, mais elle n'a pas de problème avec le vieillissement en soi. Alors, Woman est assez bien reçu par la critique, mais une fois encore, la critique va surtout s'attacher à une chose, qui est... Arriver, voilà. Alors, je reprends mon petit show and tell. À la fin du livre, vous avez donc la dernière photo. Ensuite, vous avez ce que vous avez dans tous les livres de photographie, la liste des photos et leur date, etc., etc. Donc, il y a plusieurs pages de tout cela. Et puis, vous avez la dernière page. Et en fait, la dernière page, c'est un portrait de Sontag. Donc, à nouveau, mise en scène. Et en fait, les critiques vont s'arrêter sur cette page. C'est ça dont ils vont parler. Quand ils vont parler de Woman, ils vont parler de la photographie de Sontag. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est Sontag et parce qu'on a l'habitude de parler d'elle. Et la deuxième, plus circonstancielle, c'est que c'est la première fois où elle apparaît avec les cheveux courts et les cheveux complètement blancs, d'où la question du vieillissement, qui est une autre affirmation, puisqu'en fait Sontag, jusqu'ici, avait construit une image autour de... alors, peut-être pas... Non. Oui. Là, on la voit... Alors, ça, c'était autre chose que je voulais vous montrer. Sontag, donc toujours photographié par de très grands photographes. Donc là, c'est Robert Mapplethorpe, en 84, avec une photo d'Annie Leibovitz, prise par le même photographe en 1983. Juste pour montrer... oups. Ça, c'est ce que... Non, j'ai pas de photo classique de Sontag, et celle-ci n'en est pas une non plus. Alors, la photo classique, c'est en fait
Sontag avec la mèche blanche et les cheveux complètement noirs, les cheveux mi-longs. Voilà, c'est ça. Show, voilà. Et en fait, cette photo où elle a les cheveux entièrement blancs et les cheveux courts est à la fois montrée son âge et en même temps une acceptation ouverte de la maladie, puisqu'en fait elle sort en 1999, elle sort de sa 2e chimiothérapie, elle a été extrêmement malade, elle a perdu ses cheveux ont repoussé, et pour la première fois on la voit sans perruque et avec sa couleur naturelle. Toutes choses qui pourraient paraître complètement anecdotiques, mais qui ne le sont pas du tout. C'est une affirmation très très forte. Alors, la question de l'image et de la façon dont elle est représentée et c'est ce dont je voulais parler en conclusion, va la poursuivre jusqu'à la fin, toute fin de sa vie. Elle va tomber à nouveau malade en avril 2004 et va être soignée à New York d'abord, puis ensuite à Seattle pour une greffe qui ne va pas fonctionner. Et tout au long de sa maladie, elle va accepter que Annie Leibovitz la photographie. Donc on va avoir quelque chose d'assez exceptionnel qui est une des photographies d'une femme dans son lit d'hôpital au moment où elle est la plus vulnérable, avec tous les tuyaux que vous pouvez imaginer, dans l'état que vous pouvez imaginer. Alors j'ai choisi une des photos les moins, j'allais dire les moins traumatisantes, parce que très franchement ces photos sont un peu difficiles parfois, qui est en fait le moment où elle a été retransportée de Seattle à New York après l'échec de la greffe qu'elle a eue à Hutchinson. Et donc là, sur le tarmac, au moment où elle allait être emportée dans un avion privé, donc un moment de vulnérabilité extrême. Et c'est cette autorisation de la photographier alors qu'elle est malade qui va donner à Annie Leibovitz le droit que personne ne lui a contesté, mais qui a fait beaucoup de bruit, qui est de la photographier morte. Donc nous avons un certain nombre de photographies qui ont été publiées, notamment dans un gros livre que Annie Leibovitz a publié sur ses années Sontag, sans dire que c'était ses années Sontag, mais ça correspond à 10 ans de son travail, de Susan Sontag, morte, et elle a obtenu l'autorisation de la photographier dans la chambre mortuaire. Alors Annie Leibovitz, quand elle photographie, c'est pas de l'instamatique, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de matériel, au contraire, qui photographie dans la mise en scène, qui photographie essentiellement en studio. Et cette dernière représentation, pour moi, est extrêmement... à la fois, j'ai toujours des questions dessus, et en même temps représentative de Sontag, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais renoncé à l'idée de l'image et de la représentation. Et autant Annie Leibovitz a été extrêmement critiquée pour avoir pris ces photos, autant il n'a jamais été dit que Sontag n'aurait pas voulu. C'est-à-dire qu'on l'a critiqué, mais tout le monde a été obligé de reconnaître que si on lui avait posé la question, elle aurait sans doute dit oui. Alors, j'ai une de ces photos qui nous ramène en plus à des traditions de photographie mortuaire, etc. Enfin, on pourrait discuter beaucoup de tout ça. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Je pense que j'étais un peu longue, mais... Merci beaucoup, Béatrice. Non, je pense que tu n'as pas été trop longue et que Antonia va pouvoir tranquillement nous faire son exposé, et puis qu'ensuite on posera les questions que l'on voudra aux deux oratrices. Et merci vraiment beaucoup pour cette présentation
détaillé, très accessible, je pense, pour tout le monde et qui nous a bien posé ces questions de rapport du savoir et de la visibilité à travers de nombreux moments de la vie de Sontag et de nombreux exemples. Hein, et le fil conducteur qu'on avait un petit peu choisi, c'était ce rapport de l'intermédialité, le rapport de différents médias artistiques, notamment l'écriture littéraire et la photographie.